Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre dernière quotidienne spéciale Route du Rhum. Ce soir, comme tous les soirs, je serai accompagné de Victor Pérez-Boucheron. Bonsoir Victor. Pour la dernière, bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Merci. Et tout de suite, le sommaire de cette émission. En ouverture, un spécial journal Route du Rhum avec les faits marquants d'une édition qui est déjà entrée dans la légende. Le duel Caudrelier-Gabard, le succès et le nouveau record établi par Caudrelier gravé à jamais. Coville, Joyon, Le Blévesque ou encore Le Vaillant aux places d'honneur. Gabard, Coville, Camas ou encore Parlier ont répondu aux questions de NATV durant l'événement. Morceau choisi. Ocean 50, Moka Classe 40, une édition à couper le souffle. Et comme chaque soir, je vous propose le résumé des dernières 24 heures. Arthur Levaillant a réussi son pari. Le skipper de l'Ultime Mieux termine à la 6e place dans sa catégorie. Un véritable tour de force pour ce jeune marin atypique. Là, c'était magique, quoi. Ces dernières, c'est même trop court, ces bateaux vont trop vite. Il va falloir qu'on les ralentisse un peu. C'est ça mon gros objectif, c'était de réussir à emmener ce bateau ici. Et dans les fronts, on a passé 2 fronts et j'ai réussi. Enfin, j'ai dosé au maximum pour que ça passe bien. Mais dans l'ensemble, c'est très très bien passé. Après 10 jours de course, changement de leader en tête de la flotte des IMOCA. Thomas Ruyant a pris l'avantage sur Charlie Dalin suite à une série de manœuvres et de recalages tactiques. Ça y est, ça commence à aller vite. On est dans le bon couloir devant, juste dans l'est de l'anticyclone, entre l'anticyclone et sa dorsale. Voilà, le petit décalage au vent semble payer, donc ça c'est cool. En Ocean 50, Quentin Vlaminck mène toujours la danse. Il est attendu dimanche au Poton d'honneur à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, mais la lutte va être serrée autour de l'île avec Erwan Leroux. On est toujours sur le Jenaker, à fond. Erwan est trentaine de milles sur mon nord-est, avec Sébastien Rogue aussi. Donc c'est chaud là pour le trio de tête. En classe 40, Yoann Richomme creuse l'écart avec le reste de la flotte. Les marins ont enfin du vent. À la fin d'une première journée sous spi, pas de tout repos, il y a eu des grains et là j'ai mis le petit spi parce que ça va monter à 28-30 nœuds cette nuit là. On avance plein ouest, direction la Guadeloupe. Les catégories Rhum Mono et Rhum Multi ferment la marche de cette route du Rhum destination Guadeloupe. Il reste encore 107 marins en course. Pour débuter cette émission particulière, je vous propose un journal du Rhum spécial retraçant les faits marquants de cette 12e édition qui restera dans l'histoire. Elle fut longue l'attente avant de s'élancer en mer pour les 138 skippers amarrés au port de Saint-Malo. Reportés en raison des conditions climatiques compliquées pour les marins, le 6 novembre dernier, ils sont enfin fixés direction la Guadeloupe, non pas le dimanche mais le mercredi à 14h15. Et qui nous ont conduit aujourd'hui à décaler le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe à mardi soir au mieux, voire mercredi matin. Les fauves sont libérés, une longue bataille peut alors commencer. 5, 4, 3, 2, 1, départ! Mais quelques instants plus tard, la direction de course informe que 16 bateaux ont fait un départ volé. Dans le lot, un certain Charles Caudrelier, une affaire rapidement étouffée, le Breton n'a même pas purgé cette pénalité de 4 heures. Dès lors qu'il a identifié les bateaux, il leur est signalé qu'ils doivent réaliser leur pénalité dans les, effectivement, 48 heures. Donc ils vont devoir s'arrêter 4 heures. Plus tard, on apprend l'abandon d'un favori, Sam Goldscheid, en Ocean 50. Un problème technique a entraîné un retour de manivelle et Sam a été heurté brutalement par les poignées de la colonne de winch. Son baume l'a violemment percuté. Premier abandon et pas le dernier.
Le lendemain, on apprend qu'Armel Lecléache sur son Maxi-Bank Populaire 11 est victime de la casse de sa dérive. Il doit se dérouter en direction de Lorient. Il perdra gros dans cette manœuvre, une dizaine d'heures et l'optique de remporter la route du Rhum s'échappe. Quelques secondes, tout s'est arrêté, il y a eu un grand crack et puis j'ai vu des morceaux passer derrière l'arrière du bateau et j'ai très vite compris que c'était la dérive. J'étais auprès, il y avait un petit peu de mer, un peu de vent, mais tout à fait maniable, passable. On avait déjà navigué dans des conditions beaucoup plus difficiles avec cette dérive-là. Donc aujourd'hui, je ne m'explique pas ce qui s'est passé, pourquoi ça a cassé. Malheureusement, la dérive, quand elle a cassé en plusieurs morceaux, elle est venue taper la coque. Et il y a quelques beaux impacts, dont un ou deux qui traversent entièrement la coque. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut réparer ça dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, au niveau météo, on sait que jusqu'à samedi soir, on peut repartir dans des conditions correctes. Après, il y a de nouveau des conditions qui se dégradent. Donc c'est un premier timing, on va dire qu'on se laisse 48 heures pour éventuellement repartir sur cette route du Rhum pour terminer cette histoire, cette belle histoire, même si elle n'est pas aussi belle que ce qu'on l'imaginait. Il faut pas oublier qu'il y a 4 ans, on avait perdu le bateau et qu'on a reconstruit un bateau pour être là cette année et on a envie de terminer cette aventure. Maintenant, ce ne sera pas sur le podium, mais il faut essayer de trouver les moyens pour y arriver. Maintenant, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui encore. Il va falloir attendre un petit peu demain et on verra. Si le timing le permet, on le fera. Et puis sinon, il faudra malheureusement renoncer à repartir. Le Charentais sur S vers l'Azartique François Gabard s'empare pour quelques heures le 12 novembre dernier de la place de leader. Mais à la mi-journée, Charles Caudrelier a repris sa place qu'il avait perdue au bénéfice de François Gabard cet après-midi. Un véritable jeu de cache-cache autour des îles São Miguel et Santa Maria qui ressemble à s'y méprendre à un gigantesque match race. Bref, il n'a jamais fallu autant zoomer sur la cartographie pour être sûr de ne rater aucun épisode de cette route du Rhum. Le soir même, aux alentours de 20h en mer, celui qui est passé en pole position la veille en Ocean 50, Thibaut Vauchel-Camus, chavire. Cet incident marque la fin de sa course. Le 14 novembre, solide leader de la flotte en IMOCA, Charlie Dalin poursuit sa démonstration. Le skipper d'Apivia recherche toujours ce trou de souris pour glisser sous l'anticyclone des Açores et rejoindre les Alizés. Ses premiers poursuivants relégués à plus de 80 000 derrière. Mais Thomas Ruyant sur Linkadout est vite revenu sur Dalin et Apivia. Le 18 novembre dernier, Ruyant passe Dalin. Après sa réparation, Gabard a laissé s'échapper Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild qui boucle cette route du Rhum en pulvérisant le record de Francis Joyon. Majestueuse performance.
Alors, vous imaginez dans la tête de quelqu'un qui arrive de 6 jours de mer et dans lequel il n'y avait que des vagues, du vent, de la vitesse, des chocs dans ma tête. Cette 12e édition a bien sûr été marquée par le duel Caudrelier-Gabard. Au terme d'une lutte acharnée, Caudrelier s'impose en pulvérisant le record de la traversée en 6 jours, 19 h 47 minutes et 25 secondes. L'arrivée des deux skippers, leurs émotions, leurs réactions en images. Il aura mené la course parfaite depuis le départ de Saint-Malo mercredi dernier. Toujours lucide et conscient de ses gestes, bien qu'il partait plus que favori avec cette Maxi Edmond de Rothschild, il savait quel statut il abordait. La course sans accroc, les premiers jours ont été calmes et reposants, mais il a fallu être sur le qui-vive très rapidement pour répondre aux exigences de la mer. Longtemps au coude à coude avec François Gabard, Caudrelier par son expérience de la mer, le premier à passer sans embûche les fronts et à pénétrer dans les alizés. Caudrelier a su profiter de ses années de navigation pour accrocher un nouveau titre à son palmarès. Maxi Edmond de Rothschild et Charles Caudrelier accrochent un nouveau trophée sur le mur. Le Breton a définitivement marqué l'histoire de son sport et de la route du Rhum. La course quasi parfaite. Cette place de second entache le parcours du marin originaire de Saint-Michel en Nouvelle-Aquitaine. Auteur néanmoins d'un beau mano à mano avec Charles Caudrelier, François Gabard récidive comme la dernière édition en terminant à la place de second. Premier à 2 courtes reprises, Gabard aura su tenir les assauts de ses concurrents mais est tombé sur un Charles Caudrelier plus fort que lui. François Gabard se félicite donc de sa médaille de 2e avec son SVR Lazartigue, la même place qu'il avait embrassée durant la dernière édition avec son massif. Ouais, pour moi c'était une course qui a beaucoup de sang, enfin beaucoup de valeur. J'ai toujours eu envie d'y être, j'ai jamais pu et puis j'ai eu la chance il y a 3 ans qu'on me propose d'être au départ dans des conditions que j'avais même pas imaginées dans cette équipe, sur ce bateau. Et c'était incroyable donc, et de partager tout ça avec l'équipe, avec ma famille. Évidemment, c'est un grand moment pour un marin, emporter la route du Rhum en multicoque. Et sur des bateaux, quand j'ai commencé à m'intéresser à la voile, ça n'existait pas des bateaux comme ça, des bateaux volants. C'est la course qui m'a tout simplement donné envie de faire de la voile. Donc c'est ces images de Laurent Bourgnon sur son flotteur tout seul à la barre, ça m'a inspiré. Et depuis ce jour-là, j'ai eu envie de faire cette course bien au-delà du Vendée Globe, voilà, donc, et j'ai jamais pu. Et j'ai été patient et ça valait le coup. Le fait est qu'il y a eu un vrai combat avec François et forcément on a mis énormément d'intensité tous les deux et ça a rendu la course plus difficile. Je suis bien parti, j'avais un peu d'avance et je pensais que j'allais réussir à creuser et puis finalement il a bien navigué, il est revenu et ça a été un vrai combat. Non, la fatigue elle est passée. Elle est passée pour moi, c'est étonnant. J'ai été fatigué un petit peu à un moment, mais après, je ne sais pas si c'est l'excitation. Mais j'étais dans le match et puis j'arrivais quand même à m'alimenter correctement, à me reposer. J'ai pris un rythme. Et les premières 24 heures, elles ont été très dures parce qu'on a fait beaucoup de manœuvres et à un moment, j'ai cru que mes bras n'allaient pas tenir. J'avais très mal, j'avais des crampes partout dans les bras. Et je me suis dit, ça va lâcher. Et j'ai eu des douleurs et c'est complètement disparu. Et puis j'ai été très malade la première ou deuxième nuit. Je ne sais pas pourquoi, c'était pas du mal de mer. Et j'ai laissé pas mal d'énergie, mais voilà, c'est passé. Oui, c'est particulier, c'est vrai que c'est une course importante, mais avec ces bateaux, ça devient un sprint. Ça devient une étape de la solitaire du Figaro. Hein. Ça fait 6 jours, c'est pas grand-chose, mais c'est la vitesse des bateaux qui fait ça. Mais on a envie de partager, c'est pas la victoire d'un homme, aujourd'hui d'un marin, c'est la victoire de toute une équipe. Hein. C'est vraiment l'histoire du Gitana Team, cette course, on l'a gagnée ensemble. Et ça se joue sur plein de détails. François a peut-être perdu sa course sur la casse, à un moment il a eu un problème. Voilà, moi j'ai eu un bateau, j'ai pas sorti un tournevis de la traversée. Donc c'est parce que les bateaux sont extrêmement bien préparés, il est extrêmement performant aussi, donc c'est des gens qui toute l'année travaillent pour le rendre performant. Donc il y a beaucoup de gens derrière cette victoire et moi je suis le dernier maillon, je suis le pilote qui monte dans le baquet dimanche
pour prendre le départ de la course. Mais si derrière, les ingénieurs, l'équipe n'a pas travaillé, il ne peut pas gagner. On a pas mal vibré, ouais, parce que c'était une belle route du Rhum, encore une fois. C'était intense, ça s'est bien enchaîné. Il y a eu, une belle régate, une belle course. Et ouais, non, c'était génial et jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est un peu la folie et ce qui est génial sur cette course, c'est qu'il se passe toujours des choses. Et là, c'était serré. On a bien joué avec Thomas aussi qui avance là, qui arrive dans quelques heures. Et je me suis bien fait plaisir. Et ça, c'était vraiment chouette. Et on a pris... c'était vraiment chouette jusqu'au bout. Ouais. Quel goût elle a cette deuxième place. C'est marrant parce que c'est vraiment différent. Et je pense que je mets presque plus de temps à réaliser là qu'il y a 4 ans. Alors que c'est étonnant, pourtant. Elle a peut-être plus d'avenir, cette deuxième place, parce que ça reste le début de la vie de ce bateau. Alors qu'à l'opposé, c'était peut-être presque la dernière du bateau précédent. Donc je trouve que c'est une deuxième classe qui a du potentiel, qui a de l'avenir, qui augure de belles choses par la suite. Et ça, c'est plutôt chouette. Toujours un peu impatient et c'est vrai que forcément, il y a un petit peu de déception. On aurait forcément aimé être devant. Mais déjà, arriver à faire une deuxième place sur la route du Rhum, c'est quand même c'est pas rien. Je suis content de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait avec le bateau. Le bateau a, je pense, a encore progressé par rapport à l'an dernier. On avait vraiment des phases où on allait très vite. Et voilà, et donc ça laisse augurer plutôt de belles choses pour la suite. Ouais. Je pense que il le mérite vraiment. Je trouve un peu en 2 temps. Le vainqueur, moi je vois d'abord le bateau et l'équipe. Et je pense à Seb il y a 4 ans, qui était archi favori et qui n'était pas là à l'arrivée. Et voilà, ce bateau, il a tout gagné là, depuis 3-4 ans. Il domine justement juste après la dernière route du Rhum, il domine très largement cette classe de bateau. Donc c'est vraiment un bateau extraordinaire et dont on se rapproche, je pense, voire même peut-être dans certaines conditions on va plus vite, peut-être. Mais voilà, ce bateau, je pense, méritait aussi cette belle route du Rhum pour lui. Et puis Charles, évidemment, un grand bravo à lui. J'ai assez peu de doutes sur le fait que c'est un grand marin en solitaire. Ça fait quelques années qu'il a fait beaucoup d'équipage et de double, mais je sais qu'il a beaucoup bossé, il a beaucoup progressé ces dernières années avec Franck. Et voilà, il faisait, je pense, un super binôme, mais c'était clairement les favoris et il a parfaitement assumé ça. Il a été un peu en tête quasiment tout le temps. Il y a 2-3 moments où j'ai réussi à venir un peu l'embêter, mais je pense qu'il le mérite vraiment amplement. Ouais. Derrière Caudrelier et Gabard, Thomas Coville, Francis Joyon, Yves Le Blévec et Arthur Levaillant signent des belles 3e, 4e, 5e et 6e places. Retour sur leur parcours en mer, aussi en images. La course satisfaisante pour Thomas Coville sur son ultime Sodebo 3. Il avait pris les rênes de la Transat le 10 novembre durant quelques heures avant d'être rétrogradé 3e à 19h, place qu'il conservera jusqu'à la ligne d'arrivée. De nombreuses manœuvres pour le Rennais de naissance qui n'était pas à sa première transatlantique. Traverser ce front au large, ce sera mémorable pour moi ça. Les Açores, et puis enfin tricoter le long de l'anticyclone pour essayer de trouver une petite voie pour attraper l'Alizé. Et là, il fallait être capable de voler dans du tout petit temps et on a été moins bon sur ce coup-là. Mais jusqu'à la tête à l'anglais et jusqu'au tour de l'île, il reste encore plein de choses. Là, c'est un peu une course de vitesse pendant 24 heures dans ce fameux Alizé. Au départ de Saint-Malo mercredi dernier, Coville nous partage ses sentiments sur cette route du Rhum. Mon premier très grand souvenir, c'est d'avoir été préparateur de Laurent Bourgnon en 1994 et de participer à cette victoire et la générosité qu'il a à l'arrivée. Et quand je vois ça dans son regard, je me dis c'est ça que je veux vivre. Donc ça, c'est mon déclic. 4 ans après, je remplace Yves Parlier et je gagne en IMOCA. Ce qui sans doute me propulse. Alors que je me voyais plutôt
parce que je m'épanouissais énormément dans le fait de servir un groupe et un leader, et je ne me voyais pas en tant que leader. Le skipper Thomas Coville a rejoint la Guadeloupe en 7 jours, 6h37 minutes et 25 secondes. Il a passé la ligne d'arrivée à 20h52 heure française et se classe de nouveau à la 3e place de la route du Rhum. Lui aussi vient de rallier l'arrivée en Guadeloupe. Avec 3 places de moins comparé à la dernière édition, Francis Joyon termine 4e sur le même bateau qu'il avait fait gagner en 2018. En 8 jours, 13h41 minutes et 40 secondes, Joyon boucle sa 8e route du Rhum avec 24 heures de plus comparé à sa dernière participation. Francis Joyon a donc fait sa course, un peu plus loin des leaders chaque jour, mais a trouvé d'abord Arthur Levaillant décroché après le cap Finistère, puis Yves Leblévec, de bons compagnons pour régater. Ah oui, ça va être un très beau plateau et c'est vrai que les bateaux nous paraissent absolument magiques. Je vois qu'ils vont à certaines allures à 2,5 fois la vitesse du vent, chose que nous on peut vraiment pas espérer. Donc ça va être des bateaux fabuleux à mener par mes concurrents bien sûr. Oui, il y a tous les éléments réunis pour faire une très grande course, une très belle course j'espère qu'on sera le maximum à l'arrivée, on sait bien que les routes du Rhum, il y a un taux d'avarie assez important et que souvent il y a des abandons, donc j'espère ne pas en connaître et j'espère que mes concurrents n'en auront pas non plus. À plus d'1 jour et 17 heures de retard sur Caudrelier, Francis Joyon aura mené à 100% son nid d'export du début à la fin. La seule façon de naviguer qui intéresse cet inoxydable amoureux des multicoques. À 66 ans, c'est la 8e route du Rhum de Francis Joyon. Une fidélité et une longévité sans égale qui forcent le respect. Yves Leblévec, 5e de la route du Rhum en 8 jours, 15h49 minutes et 1 seconde. Le skipper d'Actual Ultime 3 avait un plan de bataille bien en tête au départ de Saint-Malo, mais Yves n'a jamais pu s'accrocher à la roue des leaders, sans doute surpris par le rythme imprimé par Charles Caudrelier et moins inspiré dans ses choix de trajectoire à travers le golfe de Gascogne. On est sorti du golfe de Gascogne, enfin, et on va en direction des Açores à bon rythme. Donc ça se passe vraiment bien à bord, tout va bien. Et on est sur la route des Alizés à bord d'Actual. Enfin, pas tout de suite, il faut encore passer quelques transitions. Avec 250 000 de retard au passage du premier front, Actual Ultime 3 était donc condamné à vivre une autre course que celle du trio de tête qui crevait son avance à chaque nouvelle frontière météo. Lorsque Actuel Ultime 3 finit par doubler d'export dans l'Alizé, on pense que le plus dur est fait, mais la perte du Grand Genecker 3 jours avant l'arrivée limite les performances du bateau et Yves Leblévec termine finalement 5e de sa première route du Rhum en ultime 32-23. Qui peut faire mieux que le Rochelais Arthur Levaillant ? Natif de La Rochelle en Charente-Maritime, il se lance en sport-études et ne voyait que par la planche à voile et rêvait de Jeux Olympiques. Mais en 2010, nouveau rêve en tête pour Arthur, la solitaire du Figaro. En 2011, durant une régate à Majorque, un foil tranche un de ses muscles au bras droit. L'optique d'un jour reprendre la mer s'éloigne. Néanmoins, fort de persévérance, en 2017, il termine 2e de la Transat Jacques Vabre en classe 40. L'année suivante, prend le départ de la route du Rhum et termine 4e. En 2020, il remporte le Grand Prix de Brest Multi 50. Et puis si je peux jouer avec quelques petits camarades et être dans le match un petit peu avec, on en parlait hier avec Francis Joyon, avec d'autres, je serai le plus heureux du monde et puis voilà, et ça sera déjà là. Une grande réussite de pouvoir faire ça. Tout comme il a rêvé de la route du Rhum alors que, gamin, il affichait dans sa chambre un poster de Florence Artaud, une amie de la famille qui, dans le soleil couchant de Pointe-à-Pitre, le 18 novembre 1990, avait prouvé qu'une femme pouvait gagner. Elle avait 33 ans, Arthur en a 34 et a ce désir de porter de manière cohérente un projet dessiné depuis décembre 2021. Chaque soir, durant 15 jours, nous avons eu le plaisir de recevoir le Gotha des skippers français. François Gabard, Thomas Coville, Franck Camas ou encore Yves Parlier ont entre autres répondu aux questions de NATV durant l'événement Morceau choisi. Alors, comme vous avez pu le constater, les classements en classe Ocean 50 et IMOCA sont donc très serrés. Et pour en parler ce soir avec nous, je reçois Yves Parlier. Bonsoir Yves. Bonsoir. Alors, on ne vous présente plus, ce sont des routes du Rhum à votre actif, des Vendée Globe et aussi des Transat Jacques Vabre. Alors Yves, bien sûr, vous suivez cette course, ces courses. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent tout d'abord ?
Eh bien, écoutez, il y a donc un magnifique plateau, hein, il y avait énormément de bateaux au départ, avec des bateaux particulièrement performants, et on voit que le niveau dans les catégories est élevé. Et bah, aujourd'hui, la compétition est très serrée entre les différents bateaux. Il y a eu un peu de casse parce que bah, les conditions au mois de novembre dans l'Atlantique Nord sont pas faciles, avec des fronts froids qui passent, et derrière les fronts froids, eh bien, les conditions de vent permettent d'allonger la foulée, mais la mer est en général très mauvaise. D'où une série de dématages et des retournements chez les multicoques. Vous, cette météo, au classement, notamment chez les Ocean 50, pardon, que ça soit si serré, hein, Quentin Vlaminck a peu d'avance devant Erwan Leroux, est-ce que c'est une des raisons qui explique ce classement serré? Alors, vous savez que dans l'historique de la Route du Rhum, en 78, à la première édition, Mike Birch avait doublé sur la ligne Malinowski et a fini avec 96 secondes d'avance. Donc, au contraire, moi je trouve que Quentin fait une course formidable sur Arkema, et l'avance qu'il a, je dirais, elle est loin d'être négligeable à ce stade-là de la compétition où ils ont touché les alizés, ils filent vers la Guadeloupe, donc c'est un bon avantage qu'a Quentin et qu'a Charlie Dalin en monocoque. Concernant Quentin, justement, Erwan Leroux est un navigateur d'expérience. Est-ce que vous pensez qu'il a encore des chances de revenir? Alors, bien sûr, hein, une course n'est jamais gagnée. D'une part, il y a quand même quelques petits contrebords à tirer, tribord à mur, parce que d'un seul bord, il tomberait trop sud, au sud de la Guadeloupe. Et après, il y a une difficulté qui est de faire le tour de la Guadeloupe. Et c'est vrai que là, l'expérience paye, puisque sous l'île de la Guadeloupe et sous le volcan de la Guadeloupe, ben, il y a un endroit où il n'y a pas de vent, et donc on peut facilement perdre les 2 heures d'avance qu'a Quentin, 2-3 heures d'avance qu'a Quentin. Est-ce que chez les IMOCA, le scénario est similaire pour Charlie Dalin qui est en tête et qui a quelques hectomètres, on va dire, allez, pour faire simple, d'avance sur Jérémy Bayou qui est sur Charal? Alors, il a vraiment, lui, Charlie, il a une bonne avance, mais par contre, il a quand même plusieurs poursuivants et non des moindres. Je crois qu'actuellement, c'est Thomas Ruyant qui est second, et ils sont 4 ou 5 aux aguets derrière, jusqu'à VNB, Maxime Sorel. Donc, il a un plus, il a énormément d'expérience, il connaît parfaitement son bateau. Donc, je dirais que ça serait une surprise, ce serait vraiment une surprise s'il se faisait doubler. Mais il y a quand même des risques parce que une course, comme je disais, c'est jamais gagné jusqu'à l'arrivée. Un petit mot justement sur ces deux jeunes Français, Quentin et Charlie. Comment vous jugez ces deux jeunes skippers? C'est la relève? Charlie Dalin, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais il a quand même déjà un Vendée Globe à son actif et pas mal de compétitions. Je crois par contre que pour Quentin, c'est sa première grande compétition en solitaire, sa première route du Rhum. Et donc, je suis très fier de lui. Je l'ai connu quand il était ici au lycée des métiers de la mer, passionné par la voile, passionné par les composites. Donc, quelque part, une histoire avec Lalou, on a bien suivi, et il s'est mis dans la roue de Lalou. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation
toute une filière de jeunes que porte Lalou avec Lalou Multi. Donc c'est un beau début de course, un très beau début de course, et j'espère vraiment que ça va continuer pour lui. Alors, je vous avais englobé Charlie Dalin, Yves, parce que Charlie Dalin, c'est sa première Route du Rhum. C'est pour ça que je vous posais cette question, Ouais. en fait, parce que c'est sa première Oui. aussi. C'est sa première, mais alors Charlie Dalin, il a un énorme passé de coureur, il a déjà un énorme palmarès et il fait partie vraiment des favoris, pour pas dire le favori, puisque il a fait il aurait pu gagner le Vendée Globe, il est arrivé le premier au Sable d'Olonne et il connaît parfaitement son bateau. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est lui qui va le plus vite sur l'eau. Euh, donc, clairement, c'est pas une surprise. Je dis pas que Quentin c'est une surprise, mais Quentin, c'est superbe pour lui et ça, c'est une vraie première pour lui de mener une course comme ça, comme la Route du Rhum. Il y a plus de 20 ans, il a croisé le chemin d'un certain Franck Camas, avec qui il a tout appris en tant que routeur, comme barreur, puis comme skipper, notamment lors de la Route du Rhum 2010, quand il l'a accompagné dans la technique. Et ce soir, nous avons le plaisir, justement, de recevoir dans cette émission Franck Camas. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans une journée, j'imagine, très chargée. Première question, elle va être toute simple, évidemment. Votre première réaction à ce succès, à son succès? Je suis évidemment heureux. On a œuvré effectivement avec toute une équipe derrière Charles pour l'emmener à ce résultat. Donc on est très heureux du travail que l'on a effectué tous ensemble. Et puis surtout avec Charles, j'ai une relation particulière puisque ça fait quasiment 25 ans que l'on se connaît. On a même été colocataires pendant quelques années. Donc c'est pour ça que les liens sont assez forts et on a gravi les échelons un peu ensemble. Pas forcément sur les mêmes bateaux, mais on a pu se croiser pendant notre carrière. On a notamment fait le tour du monde que j'ai fait sur Groupama 4 lors de la Volvo Ocean Race en 2010. Charles était mon équipier. Il faisait déjà de la performance et de la navigation à bord et je connais sa rigueur et son talent pour être performant. Et là, il a évidemment démontré en tant que skipper en solitaire. C'était sa première. Il était bisu sur cette épreuve, mais on savait tous dans le milieu qu'il avait les qualités pour gagner cette Route du Rhum. Alors justement, vous parlez de qualité, Franck. Comment vous pouvez analyser la course de Charles? Vous étiez justement aux premières loges en plus. Oui, alors moi je faisais effectivement partie de la cellule routage avec Stanone et Erwan Israël. Comme on l'a vécu, déjà ça s'est passé très rapidement, hein, finalement 6 jours, c'est le record effectivement. Il y a 30 ans, il fallait 2 ou 3 fois plus de temps pour faire cette Route du Rhum. Donc maintenant il faut considérer la Route du Rhum comme un sprint, moins d'une semaine. Et donc tout s'est passé vite et ça veut dire qu'il faut rien rater, il faut jamais s'engager dans une impasse météo pour pouvoir toujours avoir jusqu'au bout cette capacité de contrôler ses adversaires et finalement d'arriver en tête. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que Charles, il a quand même mené le bateau à 100%. Comme on pourrait le faire en équipage et ça c'est vraiment pas simple. Il faut prendre des risques mais pas trop, il faut être toujours sur le fil du rasoir et il a montré qu'il maîtrisait parfaitement ce Maxi Edmond Rothschild. Ça fait 2 ans qu'il navigue sur le bateau. On a fait plusieurs grandes courses en double avec Charles et je sais qu'il était de plus en plus à l'aise et serein sur le bateau et là il a démontré en attaquant pied au plancher de Saint-Malo à l'arrivée. Et ensuite, en fait, nos adversaires, on navigue souvent en fonction de nos adversaires. Si on avait été tout seul, on aurait peut-être fait des routes différentes, mais dès le golfe de Gascogne, c'est vrai qu'on a un petit peu calqué
notre route en fonction des trajectoires des autres, parce que avec Charles, on se sentait plutôt à l'aise en performance pure, et c'était pas notre jeu à nous de prendre des risques tout seul. Et après, ça s'est fini par un beau duel avec François Gabard, qui était à un moment sur le point de revenir sur nous. Il a eu un petit problème technique au sud des Açores. Et Charles, à ce moment-là, a eu la capacité à vraiment pousser le bateau à ses limites et à conserver une vitesse vraiment incroyable pour à nouveau reprendre le large. Et il était extrêmement motivé pour mettre François le plus loin possible. Sinon, il avait du mal à dormir. Donc, je peux vous dire que ces derniers jours, il a essayé de repousser son adversaire au-delà de 80 000. Et après, forcément, on est plus serein, on peut faire des trajectoires un peu plus fluides. Est-ce que, Franck, on peut revenir également sur le début de la course, parce qu'il a été malade lors des premières 24 heures. Il y a eu cet épisode, on va qualifier ça comme ça, avec ce soi-disant départ volé qui finalement a été annulé, ce qui aurait pu provoquer une pénalité de 4 heures. Est-ce que dans ce moment-là, est-ce que vous avez eu un petit doute quand même, en se disant, tiens, ça commence pas très bien cette histoire? C'est vrai que le départ soi-disant volé qui nous tombe dessus 1 heure après le départ, en fait, on apprend cette demande du comité, nous a forcément refroidi, parce que Charles avait fait un super départ et on voyait déjà qu'il était dans un rythme supérieur aux autres à ce moment-là. Et oui, ça aurait pu désarçonner Charles, mais lui, il était vraiment engagé dans son histoire, et il était sur des rails, et ça l'a pas perturbé tant que ça. Au moins, j'ai l'impression, au vu de ce qu'on voyait de l'extérieur, parce que le bateau a toujours eu des performances incroyables. Et après, oui, il a été malade un petit peu. Il avait la première nuit et la première matinée le lendemain un peu mal au bras. Il nous disait à enchaîner les virements, parce que c'est forcément des manœuvres très lourdes sur ces bateaux-là en solitaire. Mais à part ça, il avait l'air physiquement vraiment bien. Son problème sur la fin, c'était de gérer son sommeil avec cette envie, évidemment, cette surmotivation de garder François le plus loin derrière. Il avait du mal à lâcher et à prendre du recul vis-à-vis de la marche du bateau. Donc, le sommeil est difficile d'être pris à ce moment-là. Et il a réussi ensuite à bien mieux dormir ces 2 derniers jours, et ce qui lui a permis d'être très lucide autour de la Guadeloupe. Et ça, c'est vrai que c'était un enjeu. On l'a vraiment poussé en disant qu'il fallait qu'il se concentre sur lui, sur ses réserves physiques, et un peu moins sur son adversaire, parce que de toute façon, il devait avoir confiance dans ses capacités quand il était à 100% de ses capacités. Et pour cela, il faut vraiment savoir se gérer soi-même aussi. Oui, effectivement, Thomas Coville est à mes côtés. Thomas, une 3e place, comment vous la jugeriez-vous ? Pour moi, ça a été d'abord un match très engagé à 3, où il fallait un vainqueur, et bravo à Charles. Et avec François et Solébo, on a livré quelque chose d'unique, et qui nous a fait passer finalement dans une autre génération. Et je vis d'avoir participé à un match unique. C'est sûr que c'était pas la cible. Nous, la cible, c'était d'aller gagner cette route du Rhum 2022. Mais je suis fier et je suis content de notre race. On va chercher notamment à un moment donné dans la compétition au niveau des Açores quelque chose d'engagé et qui ne paye pas autant que prévu en stratégie, mais ça, refaire le match après, c'est pas trop mon style. J'ai lu une de vos interviews ce matin dans les colonnes de Ouest France où vous disiez avoir eu peur à un moment donné. Sur quoi ? Non, c'est là où j'ai le plus peur, pour être très honnête, c'est en arrivant ici. J'ai pris dans ma dérive de nuit un DCP qui m'a arrêté d'un seul coup.
Et en solitaire, tout seul, il a fallu que je plonge pour libérer donc ce grand Orin relié et donc qui fait des tonnes et des tonnes et qui arrête un bateau comme Sodebo net. Et là, quand vous êtes dans l'eau, tout seul, avec beaucoup de mer, là c'est très engagé. Et oui, là j'ai fait quelque chose de risqué. Je me souvenais que Mike Horn m'avait dit c'est là où tu verras vraiment qui tu es et c'est quoi ton visage. Et donc c'était quasiment course finie où il n'y avait plus d'enjeu. Et pourtant c'est là que ça m'a demandé le plus de ressources. Donc vous êtes le nouveau Mike Horn? Oh non, pas du tout. Non, Mike est le parrain de mon bateau, donc c'est quelqu'un que je connais bien ou que j'aime beaucoup et qui m'aide beaucoup et qu'on s'aime vraiment. Enfin, c'est un ami et il m'avait dit ça et ça a résonné dans ma tête au moment où il faut le faire. L'analyse de votre course en tant que telle, est-ce que vous êtes satisfait de vos décisions, de votre stratégie, du comportement de votre bateau, de la technologie à bord de votre bateau? Ouais, globalement, on a fait une très belle trace et notre trace, elle est fière, elle est engagée. Elle est volontairement, quelquefois, elle a osé se déconnecter des autres pour essayer de gagner et passer devant, donc prendre des risques. Ça nous ressemble bien. Sodebo, c'est encore un bateau jeune qui, effectivement, face à un bateau comme Gitana, qui était déjà là il y a 4 ans et qui nous a emmenés. C'est Gitana qui nous a emmenés dans ce mode volant. Et puis François qui a sorti un bateau hors norme aussi. On est dans cette même mouvance, donc technologiquement parlant, je dirais on a un petit déficit pour être clair, sans langue de bois, quand il faut voler dans les tout petits airs. Dès qu'il y a du vent et dès que les conditions sont musclées. Vous l'expliquez comment justement? C'est des choix qu'on a fait qui étaient plutôt un bateau orienté pour faire un tour du monde en solitaire qui va avoir lieu l'année prochaine. Et pour un bateau qui soit effectivement typé d'aller vite dans de la grosse mer, ce qu'on a réussi à faire. Et puis à d'autres moments, c'est la technologie et la technique, souvent c'est des choix qui marquent une conception, qui marche. Souvent ça marque aussi enfin, c'est assez lié au caractère de chacun. Hein. C'est beau d'ailleurs. J'aime bien lire la personnalité d'un skipper par rapport au bateau qui le ressemble. Et souvent on dit ça, il naît de nos tripes, il naît de notre conception et de comment on voit la mer, quelle mer on a envie de rencontrer. Et cette liberté architecturale qu'on a même là, elle est assez magique. Et d'ailleurs, de voir les bateaux, c'est des bateaux qui... Je connais pas de gens qui soient arrivés et qui étaient blasés de voir les bateaux. On fait waouh, c'est cette nouvelle ère qu'on a construite ensemble là, et qu'on a marquée par cette route du Rhum. Elle est le début, mais je suis content de faire partie aussi de cette histoire-là. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que à vous trois, que ce soit Charles Caudrelier, François Gabard ou vous avez finalement battu, explosé le record de Francis Joyon. C'est la voile de demain? Oui, c'est ça. Mais c'était un peu prévisible, on l'avait dit au début. Nous, avec Sodebo, et c'est pour ça que notre bateau est comme le nôtre, on voulait finalement une transition. On avait fait un bateau plutôt hybride, qui puisse au début naviguer aussi sans foiler tout le temps, en ayant effectivement cette capacité, ce qui fait que dans le petit temps par exemple on est plus hybride éventuellement que les autres, ou si demain on avait un problème avec un foil autour du monde, on serait capable de rentrer ou on serait même capable de finir. Donc c'était un peu l'idée. Mais c'était aussi que dans un intérêt général, une flotte entière, on garde une homogénéité. Or ce que nous a emmené Gitana à faire, comme je l'ai dit en stratégie, a fait qu'il y a une flotte qui est obsolète. Et qui est... Vous regrettez le combat judiciaire qu'il y a eu en amont de cette route du Rhum? Alors moi, On vous a senti plutôt très à l'écart par rapport à d'autres concurrents. Ouais, je suis à l'écart parce que d'abord le monde de l'agressivité n'est pas le mien. Pour moi, j'ai du respect pour tous les coureurs qui respectent les règles et l'arbitre. Je suis un compétiteur pour ça. J'ai même besoin, moi, dans ma vie, de ce cadre dans lequel après je m'exprime et un adversaire après c'est pas quelqu'un. J'ai jamais de mots comme de. J'ai pas des mots, je suis pas un tueur vis-à-vis de finalement mon pire adversaire me sublime et me rend meilleur, donc je le remercie et donc je veux garder cette attitude face à mes concurrents, le respect que je peux avoir. Passer pour un sage par rapport à d'autres. Ouais, mais c'est ma philosophie de vie aussi. Pour moi le sport est d'abord là pour me rendre meilleur en tant qu'homme, en tant que père, en tant que frangin, en tant que c'est un moyen et pas une fin en soi.
moi. Je suis pas là pour. Je suis là pour me battre et être meilleur avec la compétition, et un adversaire va m'aider à ça. Mais il faut qu'il soit dans le cadre de la règle qu'on a mis ensemble. C'est juste ça qui m'a déçu. Mais je regrette évidemment que ça prenne des tournures qui souvent sont exacerbées par le monde d'aujourd'hui, de la communication, des réseaux, et qui essayent en fait en plus de cliver. Vous allez être pour ou contre, vous allez être avec ou... Et ce monde-là, bipolaire, rend les choses pas assez nuancées, et c'est très loin de mon monde. Quand je suis en mer, je suis libre. Pas assez nuancé, pas assez édulcoré, c'est vrai que c'est soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a plus, c'est pas comme autrefois, on va passer presque pour des, c'est pas, des vieux baroudeurs, mais c'est un peu ça. Ouais, mais c'est plus que on peut défendre aussi ça. On peut défendre aussi cette... Moi je défends que il y a 4 ans, je suis arrivé 3e, mais une semaine après parce que j'avais cassé. Mais je pensais jamais être le skipper que je suis devenu avec le bateau que j'ai aujourd'hui. Je pensais être quelqu'un qui rêve fort et qui rêve grand. Et là, en 4 ans, j'ai dépassé mon rêve. Je pense que c'est presque une bonne définition du bonheur. Et dans une actualité et dans une époque qui n'est pas facile, moi j'ai envie de dire l'époque est fabuleuse, parce que dans 4 ans, vous ne savez pas qui vous serez encore, et vous serez meilleur, vous serez plus loin, plus fort que la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça demande par contre un peu de subtilité, des nuances, une approche avec une philosophie de vie qui respecterait l'adversaire, les règles, l'arbitre. Mais dans ces cas-là, on peut croire vraiment à un avenir meilleur, et que l'époque est formidable. Vous avez pu vous reposer cette nuit ? Ouais, je me suis bien reposé cette nuit. Mais j'avais plus d'énergie en arrivant qu'en partant. Ça, c'est la magie du sport, c'est la magie quand vous avez réalisé quelque chose de fort en vous. Et un athlète, il va chercher ça. À la fin d'un match, même terrible de football, quand vous avez réalisé un match plein, vous avez généré en vous plus d'énergie que vous n'en avez laissé. Et c'est ça qu'on va chercher. C'est ça qui fait l'adrénaline et le sport. Vous allez repartir quand ? Quels sont vos objectifs pour 2023 ? Là, on fait un point du bateau. On va faire un débrief ce soir, donc ça va vite. Le bateau va rentrer après les obligations qu'il a avec l'organisateur ici en Guadeloupe. Vous savez quand ou sur quelle course vous allez repartir en 2023 ? On envisage, si le bateau est en état, de repartir dès cet hiver sur un trophée Jules Verne, en équipage, donc en décembre, dans un mois. Et puis après, il y a tout un programme avec la classe ultime. Vous allez faire l'Arkea Ultime Challenge qui avait été proposé par OC Sport Penduic. On pense à Alex Picot qui nous a quittés hier tragiquement, et qui était chef de projet chez Penduic, et avec qui il y a encore 48 heures, c'est difficile, on le sent notamment au travers de l'ambiance ici à l'hôtel, où c'est pesant. Et c'est vrai qu'on parlait de ça avec lui, il était passionné, il nous parlait de la Solitaire du Figaro, et c'est une édition qui restera indéniablement pas comme les autres, ne serait-ce que par le drame que Penduic a vécu, subi, et au travers des relations qu'on avait tissées tous ensemble avec ce groupe-là. Ouais, et Alex représentait exactement et parfaitement l'enthousiasme et la passion, je dirais, des gens de l'ombre qui organisent. Avec ses étoiles dans les yeux, il nous en parlait, c'était un magicien, il arrivait... Incroyable, et je pense qu'il partage la même passion que nous, de ce qu'on veut défendre quand on crée un événement comme celui-là. Il avait cette philosophie, il avait cette envie qu'à travers les événements qu'il construit... Et puis cette maîtrise de la voile aussi, il ne faut pas l'oublier, c'était un grand spécialiste de voile. Plus que ça, un très bon technicien, il comprenait très bien ce qu'il fallait, comment le faire, une très belle expertise, un très beau respect. Il restait à sa place, mais il était très pertinent dans toutes ces questions pour qu'effectivement ça prenne en compte l'intégralité. Donc Alex était là-dessus indéniablement le maître du projet de cette course autour du monde qui partira de Brest l'année prochaine. Il va nous manquer définitivement énormément. Je pense même que ce tour du monde aura lieu pour lui et grâce à lui, entre autres. Oui, effectivement, Alex Picot qui nous a quittés hier, comme nous vous le disions, en compagnie de François Navaillant, le patron des partenariats pour OC Sport Penduic. On a vécu un drame, mais on ne va pas insister là-dessus. Mais revenons furtivement, Thomas, si vous êtes d'accord sur votre programme de 2023. Donc vous allez repartir pour un petit Jules Verne, pour la route, avec l'espoir. C'est pas un petit Jules Verne. Hein. Ça va être un gros. Il n'y a pas de petit Jules Verne. Alors encore une fois, ça va dépendre du bilan technique du bateau là, du bilan à l'arrivée à Brest. Il faut rester humble par rapport à Lorient.
Et puis après on s'élancera de Brest si l'opportunité nous en est donnée. Mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire qu'un hiver sans tenter d'aller en hémisphère sud, c'est un hiver perdu. Puisque pourquoi ça? C'est que les Jules Verne ne peuvent climatologiquement parlant se tenter qu'en été austral, donc en hiver chez nous. Et d'en laisser passer un sans le tenter, c'est dommage, enfin, c'est presque une erreur professionnelle. Donc ça confirme ce que l'on dit beaucoup de vous, c'est que vous ne savez jamais vous arrêter. Je ne sais pas si c'est ça, j'ai ça en moi, j'ai cette énergie-là, j'ai cette passion, je suis bien quand j'y suis. J'avoue que l'ambiance des mers australes est quelque chose qui me marque et m'a marqué à jamais. Je suis obsédé par cette ambiance des mers du Sud, et loin de la Guadeloupe, ça c'est sûr, mais de ces terres vierges et où je me sens aussi à ma place. Je vais vous donner un chiffre, Nicolas, si vous m'entendez. 6 jours, 23 heures, 3 minutes et 15 secondes. C'est le temps réalisé par un certain François Gabard qui est arrivé hier. Et vous êtes justement, Nicolas, avec François Gabard. Effectivement, à Saint-François, avec François Gabard, qui fait partie de ces 3 premiers concurrents de la classe ultime, qui lui aussi a battu le record de Francis Joyon, qui devrait arriver dans le courant de la nuit. François Gabard, bravo, beau succès. Quel est votre ressenti un peu moins de 24 heures après votre arrivée ? C'est alors forcément un peu troublé par l'accident qui a lieu juste avant mon arrivée, que j'ai appris juste après avoir coupé la ligne. Donc là 24 heures après, j'ai un tout petit peu de recul par rapport à cet accident, mais assez peu, et forcément c'est un sentiment très mitigé parce qu'il y a cet accident et puis il y a aussi la course avec pour moi une belle deuxième place, beaucoup de plaisir à avoir navigué sur le trimaran S vers les Artigues, et voilà, et la fierté de tout le parcours qu'on a fait avec toute l'équipe depuis 2 ans pour en arriver là. Donc voilà, il y a ce petit mixte qui existe. Et voilà, et vu que je suis un garçon plutôt optimiste, positif, qui se tourne vers l'avenir, on va essayer de surtout garder les choses positives. Alors nous, les Néo-Aquitaines, nous sommes plutôt fiers de vous, puisque vous avez une belle deuxième place. Sur quoi s'est jouée votre course? Sur votre avarie? C'est difficile à dire parce qu'évidemment, j'ai eu un petit problème technique, mais en coursage, on a toujours des problèmes techniques, on essaie de les réparer au plus vite. Et puis c'est notre job aussi en amont d'avoir le bateau le plus fiabilisé possible pour ne pas les avoir, ces petits problèmes. Et voilà, il m'a manqué un petit peu, peut-être un petit peu d'agressivité au départ pour être tout de suite dans le match. J'ai plutôt pris peu de risques sur le départ. Et puis surtout en face, j'ai eu un Charles Caudrelier qui a fait une course magnifique, qui justement était dès le départ vraiment dans le match. Et voilà, et qui a fait une belle course, et je suis content de l'avoir d'avoir joué avec lui, m'être battu et d'avoir fait d'être finalement pas si loin que ça de lui à l'arrivée, et ça laisse, c'est plutôt très prometteur pour la suite. Avec Caudrelier qui est venu vous serrer la main malgré les déboires sur le plan juridique qu'il y a eu durant 6 mois. Avec du recul, vous regrettez cette période? Est-ce que vous avez compris ce qu'on vous reprochait? Non, pas vraiment, mais est-ce que je regrette? Oui, en tout cas on peut tous, et je pense d'une manière assez d'un consensus global, regretter la situation dans laquelle on est, mais voilà. Et par contre, en même temps, avec mon partenaire, mon sponsor, on s'est battu pour être au départ de cette course, et honnêtement je suis content d'avoir été là, et je pense que c'était bien d'être là parce que la course était... Moi, j'ai l'impression d'avoir participé à cette course-là et d'avoir apporté quelque chose à l'événement. En tout cas, il y a eu du retour sur investissement pour le sponsor parce qu'on a beaucoup parlé de vous. Ouais, je crois. Et puis voilà, même pour la course et pour tout le monde, on a ajouté un petit peu il y avait un petit peu plus de sport par notre présence, et ça, je trouve que c'était le plus important. Et ce bateau, François Gabard, dites-nous en quelques mots. Vous êtes plutôt satisfait, moyennement satisfait? Vous avez fait une deuxième place pour la 2e fois consécutive. Je suis extrêmement satisfait, mais j'ai absolument pas d'objectivité parce que ce bateau, je crois que j'en suis un petit peu amoureux en fait. Le trimaran S vers les Artigues, avec toute l'équipe, on y a mis tout notre cœur, toute notre âme, toute notre énergie depuis plusieurs années. Et voilà, et c'est un bateau qui est magnifique, c'est un bateau qui a encore beaucoup à progresser, on le disait, on apprend encore beaucoup, parce qu'il faut plusieurs années pour vraiment comprendre le bateau, arriver à en tirer le plein potentiel, arriver à le fiabiliser justement parfaitement. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais voilà, mais pour le moment, il nous a plutôt agréablement surpris à chaque fois, que ce soit l'an dernier sur la Jacques Vabre, quelques semaines après sa mise à l'eau, on était déjà dans le match pour un podium, et puis là où il nous manquait un petit quelque chose pour la victoire, mais pas grand chose. Et
on en est très fiers du bateau. Le programme 2023, après cette seconde place sur la route du Rhum, vous l'avez d'ores et déjà défini ou c'est en train de se tramer? Non, malheureusement, justement, il y a encore pas mal d'incertitudes sur le programme. Mais alors là, je suis vraiment, en effet, plus que jamais positif. On va faire un tour du monde. Alors, on ne sait pas si c'est en solitaire, on ne sait pas si c'est en équipage, on ne sait pas si c'est en course, on ne sait pas si c'est en record. Comment ça se détermine tout ça? C'est une stratégie de Non, là c'est juste qu'il faut savoir les courses auxquelles justement on a le droit de participer. C'est dommage de dire ça, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et par contre, dans tous les cas, on va faire des choses, on va faire un tour du monde avec ce bateau. Il a été fait pour ça, il a été imaginé pour ça. Et voilà, et moi ça me fait rêver. J'en ai rêvé d'un tour du monde avec ce bateau et je sais qu'on va le faire et ça c'est le plus important. Et plutôt en équipage ou plutôt en solo? On ne sait pas encore aujourd'hui. Mais votre volonté c'est quoi? Moi la volonté c'est de faire les deux à la limite. Je pense dans les 3 années qui viennent on aura le temps, je pense que c'est l'opportunité pour faire les deux et on va essayer de faire les deux. On parle régulièrement d'une victoire du skipper, mais c'est tout un team, tout un groupe. Derrière vous, c'est un esprit de famille, on peut le qualifier ainsi? Ouais, je pense en tout cas c'est une équipe. En effet, il faut bien comprendre que sur les bateaux sur lesquels on navigue, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à l'année. Pour la construction d'un bateau, on parle plus d'une centaine de personnes. Donc c'est vraiment un projet collectif sur du long terme. Et oui, non, c'est vrai qu'on a la course au large en solitaire. Sur l'eau, on est tout seul, même si on est quand même aussi avec une équipe de routage à terre qui nous aide, etc. Non, c'est vraiment un sport collectif. Merci François Gabard. Vous allez un peu de temps en temps à Saint-Michel en Charente d'où vous êtes originaire. On fait pas de bateau là-bas mais on s'y repose. Ouais, j'ai grandi en Charente, en effet dans les vignes, dans le Cognacé. Mes parents y habitent toujours donc j'y retourne de temps en temps, jamais assez mais régulièrement en Charente et toujours avec grand plaisir de retrouver un peu les vignes de mon enfance. Et en tout cas entre le cognac et le rhum, il est difficile de faire un choix. Exactement, c'est mes deux préférés. J'avoue, j'ai un petit faible pour les deux et voilà, ça fait partie de mon histoire aussi. En tout cas, bravo parce que malgré la bataille juridique qu'il y a eu à l'automne, eh bien, on est fiers d'avoir un Néo-Aquitain deuxième de cette route du Rhum destination Guadeloupe. On aurait voulu secrètement, et il faut être honnête, vous voir sur la première marche du podium, je pense que... Moi aussi, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Mais on reste chauvin, puis il y a quand même derrière, notamment Quentin Vlaminck dans une autre classe, ou encore Apivia, le bateau Rochelet de Charlie Dalin, qui lui n'est pas Rochelet, mais qu'il est un peu de cœur, donc on va quand même croiser les doigts, on va y arriver, et on est tous fiers et heureux de cette 12e édition de la Route du Rhum. Bravo François Gabard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est à présent terminé. C'était votre ultime quotidienne consacrée à la route du Rhum sur NATV. L'ensemble de l'équipe se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité et nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à nous regarder que nous avons eu plaisir à préparer cette émission. Je remercie également bien sûr Victor Pérez-Boucheron ici à mes côtés ainsi que Nicolas Coute, notre envoyé spécial en Guadeloupe pendant 2 semaines. Je n'oublie pas non plus Paul Maison-Regnault et Yves Brindu. À très bientôt sur NATV. D'ici là, bonne soirée et à bientôt.